51% de Burkinabés sont satisfaits de l'action du président Kaboré à la tête de Burkina depuis 2 ans et demi. Mais au même moment, ils sont aussi nombreux qui sont insatisfaits de la mise en œuvre de son programme. Ce soir, nous aurons l'occasion de revenir en long et en large sur les actions ou la mise en œuvre des engagements du président Kaboré depuis donc son avènement à la tête du Burkina Faso. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec le ministre porte-parole du gouvernement qui sera là en tant que porte-parole ce soir, pas ministre de la communication ou des relations avec le Parlement, mais porte-parole du gouvernement qui va donc apprécier l'ensemble du bilan du président du Faso à mi-mandat. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Gambo. Bienvenue donc sur le plateau de Dialogue Citoyen. Juste le temps pour moi de préciser que cette émission n'est pas une interview ni un entretien, mais il revient aux citoyens de poser des questions au ministre et ça pourra se passer directement ici en plateau ou à travers le téléphone ou encore sur la plateforme presimètre.bf. Et moi, je vais donc assurer la modération. Pour cela, nous avons des invités sur ce plateau. Ils seront 3 qui vont passer là sur cette table, discuter directement avec vous. Entre-temps, il y aura les questions des téléspectateurs qui vont appeler au téléphone ou encore des questions que nous avons recueillies sur la plateforme presimètre.bf que nous allons collecter ensemble et vous allez apporter des réponses. Mais avant tout, pour permettre à la technique de s'installer, nous aurons 15 minutes d'entretien. Et nous allons commencer par le PNDS. Vous venez donc de la conférence d'évaluation à mi-parcours. J'étais là-bas aussi, j'ai écouté le Premier ministre qui est satisfait du bilan à mi-parcours et surtout aujourd'hui de la confiance que les bailleurs accordent à ce PNDS. Là, je rappelle que c'est le programme national de développement économique et social. Le sondage que le CGD a publié le 27 juin dernier dit que 44% des Burkinabés sont encore sceptiques sur la capacité de ce PNDS à assurer la mise en œuvre du programme du président Kaboré d'ici à 2020. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez toujours cette confiance encore à ce PNDS ou vous dites que ces Burkinabés qui sont encore sceptiques se trompent? Comment les rassurer? Bonsoir à vous et merci de nous donner cette opportunité de pouvoir donc mettre en avant ce qui est effectivement réalisé depuis ces 2 années et demie. Comme vous l'avez dit, il y a un homme, M. Rochma Christian Kaboré, qui a été élu président et qui, à partir donc du programme qu'il a proposé au Burkinabé, a vu une déclinaison qui est le PNDS. Je ne reviendrai pas sur les modalités de financement, on en a beaucoup parlé, mais ce qui est important de rappeler, si on se base sur le sondage, c'est que nous avons 3 sondages du CGD. Un qui est au départ donc des 100 jours, un qui a été fait un peu en novembre 2017, je pense, et un qui est fait aujourd'hui. Et quand vous regardez les tendances, vous vous rendez compte que au début, effectivement, il y a une population qui adhère. Après, il y a un instant de repli. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de remontée de la confiance. Parce que, contrairement à ce qui peut être dit, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites et qui justifient que le PNDS soit une vérité. Nous venons tous de cette conférence de Ouaga 2000 et vous avez vu que les partenaires techniques et financiers, tous autant qu'ils sont, ont reconnu que le PNDS était quelque chose d'assez particulier. Parce que 90% de ce programme-là correspond exactement à ce que nous appelons les objectifs de développement durable. Donc c'est des réalités sur lesquelles, quand le Premier ministre s'exprime, il dit qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que tout le monde sait que c'est ces éléments-là qu'il faut implémenter pour faire bouger les choses. Il y a un certain nombre de personnes qui sont sceptiques parce qu'effectivement, comme le chef d'État l'a dit, nous travaillons de façon à assurer des bases pour un développement économique qui vont être durables. Et lorsqu'on parle de changement structurel, c'est à ce niveau-là. Donc effectivement, lorsqu'on change la structure, on ne la change pas en un claquement de doigts. Elle met en œuvre un certain nombre de transformations, tant au niveau de nos habitudes, au niveau de nos aptitudes, mais également des outils que nous mettons en œuvre. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre justement cette attente-là. Mais lorsqu'on regarde les réalisations concrètes au jour le jour, il y a des éléments sur lesquels nous allons revenir qui sont nettement en faveur de ce PNDS-là. Et je crois véritablement aujourd'hui que si nous quittons les villes du Burkina, essentiellement Ouagadougou et Djoulasso,
Si nous allons à l'intérieur du Burkina, lorsque nous voyons les pistes qui sont construites, lorsque nous voyons l'effort qui est fait en termes de terres aménagées pour l'irrigation, lorsque nous voyons l'accès à l'eau qui est mis en œuvre, lorsque nous voyons l'accès à la santé qui est promu ou le développement de l'école dans ces différents secteurs-là, on peut être convaincu que ce PNDS-là, il va arriver à son terme. J'aime bien cette phrase du président Kaboré dans une interview. Il a dit qu'il est un diesel, mais il veut démarrer. Il veut aller longtemps et il veut surtout arriver à son but. Je pense que le plus important, c'est ça. Arriver au terme de ce mandat-là à ce que la tièreté, ou en tout cas une grande partie de ce qui a été annoncé, puisse être tenu et mis en œuvre au profit des Burkinabés. En entendant tout cela, il y a des Burkinabés qui ont faim, monsieur le ministre. 2 millions de Burkinabés sont menacés par la faim. Nous sommes en période de soudure très bientôt. On a évalué entre juin et août où il y aura un peu plus de 2 millions de Burkinabés qui seront justement sous le coup de cette famine-là. Et dans le cadre justement de la gestion de cette insécurité alimentaire, 73,8% des personnes qui ont été interrogées par le CGD estiment que le gouvernement gère mal la situation. Je pense que le gouvernement ne gère pas mal la situation. Nous avons parfois des habitudes qui sont un peu délicates. D'abord, je vais retracer le conditionnement. Tous les pays de la bande sahélienne, tous autant qu'ils sont, connaissent cette difficulté-là. Elles sont liées... Notamment 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais tous ces pays-là connaissent. Et donc, il y a un problème qui est un problème d'ensemble de notre agriculture parce qu'elle a besoin de changer un peu son modèle de fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque nous réalisons un certain nombre d'ouvrages de retenue d'eau, ça participe justement à augmenter les quantités d'eau de terres irrigables pour ne plus être dépendant de cette situation liée notamment aux conditions climatiques. Pour revenir à la question, je prends un certain nombre d'éléments. Lorsque la riposte a été mise en place, vous avez un certain nombre de boutiques pour approvisionner les personnes, mais vous savez bien nos pratiques. L'une de nos pratiques, c'est que nous sommes nous-mêmes acteurs de la situation que nous créons. Nous avons des personnes qui sont censées être des personnes vulnérables, et à côté, vous avez des Burkinabés qui décident de considérer que cet apport aux personnes vulnérables est une façon pour eux de s'enrichir. Donc vous avez donc tout l'effort qui est fait par le gouvernement, parfois, qui est remis à mal par des personnes qui décident de prendre les vivres pour les commercialiser par-ci, par-là. Il y a donc une action qui est en œuvre, mais c'est effectivement, lorsqu'on regarde la situation, il y a différents niveaux. Il y a des personnes qui sont dans des situations très difficiles, il y a des personnes sur lesquelles il faut absolument apporter un appui. Et à ce niveau-là, le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de la Solidarité nationale, ont déployé un certain nombre d'actions qui sont visibles. Lorsque vous faisiez le sondage, je pense qu'un certain nombre d'éléments n'étaient pas encore mis en œuvre. Aujourd'hui, ces éléments-là sont sur le terrain, ils sont visibles. Et la perception qu'on peut avoir en juin ou en mai, je pense que ça date de mai, où on annonçait la crise, et celle qu'on a aujourd'hui, où le ministère de la Solidarité nationale, le ministère de l'Agriculture ont déployé les différents outils pour venir à bout de cette situation-là, la perception n'est pas la même. Il y a des boutiques témoins, certes, mais pas toujours approvisionnées. Les boutiques témoins sont approvisionnées. Vous avez le ministre de l'Agriculture et Mme Laurence Marchal-Liboudot ont dit les quantités qui sont mises à disposition et qui sont régulièrement approvisionnées. Il y a aujourd'hui un élément de sélection à travers l'usage des acteurs locaux, notamment les mairies, les éléments qui connaissent un peu les personnes dans les situations difficiles, pour éviter que nous-mêmes acteurs, et quand je parle nous, je parle des populations, qui ont tendance à considérer que les boutiques témoins sont pour elles le moyen d'acheter moins cher, alors que les boutiques témoins sont les réponses à des Burkinabés qui sont dans des situations difficiles. Je pense qu'il y a une partie d'action civique aussi qu'il faut mener, qui peut permettre de résoudre ces difficultés que nous avons aujourd'hui au niveau de ces boutiques. Des quantités sont données. Effectivement, il y a une rotation d'approvisionnement. Il se peut qu'à un certain moment, certaines puissent être en situation de manque, mais tout est fait justement pour compenser ces situations-là et apporter des réponses. Alors, monsieur le ministre, on va toucher certainement un point avant de revenir aux questions donc, des citoyens. La question de la disponibilité en énergie, le délestage. Cette année, on va dire, touché le fond. Connu des délestages jamais égalés entre griffes, parce que 79% des personnes qui ont été interrogées ont dit c'est du jamais vu. Moi, j'aime bien me référer au sondage du CGD. Et le sondage montre une arrivée en 2016, lors des 100 jours où il y avait une situation où les gens étaient pessimistes, une réponse en 2017 où les personnes ont pensé qu'on sortait de la crise, et une situation en 2018 où on est retombé bas. Et cela s'explique de façon simple. Le président du FASO et les différents acteurs l'ont expliqué. Il y a eu d'abord,
à la différence des autres années, il y a eu moins de durée en termes d'heures de coupure, mais il y a des coupures beaucoup plus longues et beaucoup plus dures pour les populations. Et cela est dû en partie à un certain nombre d'éléments. C'est notamment le fait que la majorité des ruptures intervenaient sur l'acte qui nous liait à la Côte d'Ivoire. Ça traduit une réalité de notre système électrique. C'est-à-dire qu'on dort tout simplement sur la nappe du voisin. Dans le domaine électrique, dans tous les pays du monde, il y a des interconnexions. Je pense qu'il faut. Au Burkina, laissez-moi terminer. Non, je vais vous laisser terminer. Non, mais je veux juste expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Dans tous les pays du monde, les pays se vendent de l'énergie. Il ne faut pas faire croire au Burkinabé qu'on n'achète pas de l'énergie ailleurs. Tous les pays se vendent, s'achètent de l'énergie. Le problème que nous avons, nous, c'est qu'effectivement, nous avons une capacité interne qui est très basse, de façon structurelle. Et pour arriver au potentiel sur lequel nous sommes dans une situation de sécurité, il y a des œuvres qui sont mises en place. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'électricité, dans sa construction, ne se fait pas en un tour de main. Ça demande du temps. L'autre aspect sur lequel je voulais insister, quand vous m'aviez passé la parole, c'est que la ligne qui nous lie à la Côte d'Ivoire est une ligne qui ne peut même pas absorber parfois la quantité dont nous avons besoin. C'est pour ça, justement, dans le compact que nous discutons avec les Américains, tout un volet constitue à renouveler la capacité des lignes pour que nous puissions avoir ce transport-là. Mais cette année, il est clair que nous avons connu une situation exceptionnelle, pas en termes d'heures de coupure, mais en termes de dureté. Et quand vous avez un travailleur qui fait son économie sur de l'électricité et qui a des coupures qui durent 10 heures de temps, effectivement, allez lui dire qu'en termes d'heures, ce n'est pas important, mais en termes d'impact, il les a vécus. C'est d'ailleurs pour ça que des dispositions sont prises pour qu'en attendant cette situation de régularisation avec la connexion avec le Ghana, mais avec également le déploiement de tout ce qui est central mis en œuvre, tout soit pris pour que l'année prochaine, sans être dans la situation où nous allons dire il n'y a plus de rupture, et que ça soit limité au maximum et que les durées de coupure soient ramenées à une proportion qui nous permette de continuer à faire fonctionner notre économie sans porter préjudice aux acteurs économiques. Alors, ça sera la dernière question, me signale-t-on, la réduction des inégalités. Dans les sondages que nous avons consultés, il y a à peu près 73% de Burkinabés, exactement 72,6%, qui estiment que vous avez du mal à réduire les inégalités. On a entendu que par le biais du PNDS, on a reçu une certaine croissance économique, mais ça reste dans le domaine macro. Sauf que le panier de la ménagère ne ressent pas toujours et on a l'impression que les pauvres continuent de s'appauvrir et les riches. Il y a en tout cas cette fracture sociale entre les Burkinabés. Je ne dirais pas d'une fracture sociale, parce qu'une fracture sociale, c'est bien gros. Ça voudrait dire qu'il y a différents types de Burkinabés. Je crois qu'il y a des attentes qui sont normales et sur lesquelles les différents acteurs au niveau du gouvernement doivent travailler à les combler. Vous savez, quand on considère juste la question du bien-être des populations, sur des questions pécuniaires, on peut se tromper. Il y a effectivement, aujourd'hui, vous l'avez dit, des situations nutritionnelles qui peuvent poser problème à cause de la question de la soudure sur laquelle nous apportons des réponses. Mais regardez les autres aspects qui viennent participer à la vie des gens. La question de la santé, sur laquelle nous avons fait d'énormes progrès. La question de la réduction, de l'amélioration de la mobilité des populations, sur laquelle nous avons fait des progrès. Donc, il est certes des attentes, en termes notamment de gains financiers qui peuvent être importants, mais l'environnement économique est en train de se mettre en place pour créer ces éléments de richesse-là. Et d'ailleurs, dans certaines situations, c'est que la création de ces éléments ont déjà commencé. Donc, je ne pense pas que la fracture soit une fracture. Il y a simplement une meilleure répartition. Tous les acteurs vous disent il y a un seuil minimal qu'il faut atteindre en termes de taux de croissance pour que ça s'impacte. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque nous regardons l'évolution du PNDS, les acteurs ont estimé qu'il est important que nous arrêtons à mi-mandat. Nous sortons d'une conférence où on s'est dit 80% de la population est dans le secteur agricole. Et lorsqu'on regarde les investissements qui ont été faits, les secteurs qui sont touchés par le financement du PNDS, il y a un gros gap, c'est celui sur les industries de transformation au niveau du secteur agro-silvopastoral. Et on sait que c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir création de richesses, qu'il peut y avoir apport substantiel pour faire passer à un seuil différent les populations actrices de ces zones-là. C'est d'ailleurs pour cela que les acteurs aussi ont accepté de nous accompagner dans ces éléments-là, avec toute une gamme de propositions, mais également avec un financement de 2 programmes importants qui vont faire changer un peu le contenu. C'est le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, et le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel.
Et notamment avec un financement d'à peu près 621 milliards de francs CFA mobilisés jusque-là sur 850 milliards. 851 milliards et quelques millions en plus, pour la simple raison que vous avez aussi l'apport du Burkina. Vous avez remarqué que lorsque nous avons lancé les le 230 milliards reviennent au Burkina. Non, le Burkina participe. Il va falloir trouver d'autres modes de financement pour compléter. Mais vous avez dans une journée d'appel à manifestation 220 milliards qui sont annoncés. Et d'autres acteurs continuent à annoncer sur différents modes de financement de ces éléments-là. Je pense que c'est un peu l'histoire du PNDS. Si vous dites aujourd'hui vous avez 851 milliards, les gens s'attendent à voir les résultats. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Il y a des engagements qui sont pris sur différents programmes, sur l'étalement de durée de ces programmes-là, afin justement, petit à petit, de les financer. Ils vont toucher des axes comme la sécurité, comme le développement des pôles économiques locaux, comme la construction des écoles, comme le développement de la santé. Tous ces maillots doivent permettre aux économies locales d'être plus fortes et aux zones du Sahel et du Nord d'avoir un meilleur ancrage, une meilleure situation qui leur permette de progresser et de ne pas donner une base aux différents acteurs de pouvoir implanter des courants terroristes ou des pensées qui puissent porter atteinte à l'intégrité de notre territoire national. Vous me permettez d'ailleurs de vous poser une question sur les 18 000 milliards que vous avez ramenés de Paris. Pourquoi doit-on relancer une évaluation et demander des financements alors qu'on est rentré de Paris avec 18 000 milliards Où est-ce que c'est rentré? Alors, je pense que vous savez bien, Simon, qu'on n'est pas rentré avec 18 000 milliards. Quand vous dites ça, vous participez à colporter un point de vue. Je ne fais que répercuter. Alors, donc, permettez-moi. Peut-être vous donner l'occasion aussi de répondre à ces personnes. Sinon, vous savez au moins que je. Alors, donc, non, je pense que. Oui. Attention, une chose est de laisser les gens dire ce qu'ils disent, et une chose est de dire la même chose qu'eux. Vous avez. On va dans une conférence et on dit nous avons des projets. Nous voulons que vous les financiez. Vous avez des acteurs qui s'engagent, à la fois au niveau des partenaires, ce qu'on appelle les PTF, partenaires techniques et financiers, qui disent on va le faire. Et vous avez des privés qui disent aussi on va aller dans tel domaine. Résultat, aujourd'hui, vous avez 96,2% du montant annoncé par les partenaires techniques et financiers qui a été contractualisé. Mais une chose est de dire qu'ils ont signé, et une chose est de dire que l'argent est arrivé dans nos caisses. Parce que les programmes se mettent en place, il va falloir que vous donniez le programme, que vous acceptiez donc, vous mettez en place tout le mécanisme de décaissement qui est en cours, que vous déroulez le programme, que vous respectez les échéances de déblocage, etc., etc. Mais eux, déjà, on est à 96,2%. L'autre aspect, c'était le financement à l'intérieur du Burkina. Parce que le PNDS, c'est un montant avec des partenaires extérieurs qui apportent de l'argent et avec des recettes nationales à travers donc nos impôts. Et là-dessus, nous avons une situation qui est un peu plus compliquée, mais qui est importante. À peu près 83% par rapport à ce que nous attendons. Mais là, c'est année par année, puisque ce n'est pas la même chose que la projection des partenaires. Nous avons des projections année par année budgétaires. Et donc, il y a espoir de corriger ça pour que en 2020, nous ayons atteint le seuil que nous voulons obtenir. Comment corriger si en 2 ans et demi, on n'a pas, surtout au niveau des promesses du privé, où on n'a même pas pu mobiliser plus de 5%? Les promesses du privé correspondent à une réalité. C'est-à-dire que vous avez... Les privés vous disent, par exemple, je veux construire une centrale électrique. Je veux faire ceci, cela. On comptabilise. Après, il y a les passations de marché. Vous avez vu tout ce qu'on a eu comme difficulté avec la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes, notamment les PPP, parce que le choix que nous avons fait, c'est d'avoir des partenaires publics-privés qui se financent par eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient, qui décide de faire quelque chose, il met son argent, ça ne nous endette pas, et au bout d'un certain nombre d'années convenues, c'est retrocédé à l'État pour que l'État en assure la gestion. Ça devient un peu compliqué de trouver des acteurs dans ce domaine-là, à ce niveau-là. Et il faut reconnaître que des efforts doivent être faits à ce niveau-là pour que les partenaires privés puissent aller... Et la conférence de ces 2 jours-là a également posé ce point de vue-là. Mais je crois que quand on regarde les autres aspects, qui sont les partenaires techniques et financiers, quand on regarde notre effort personnel en termes de mobilisation des ressources, il y a quand même des raisons de se dire nous avons atteint un seuil qui est honnêtement un seuil appréciable après 2 années et demie de situation où nous avons connu le terrorisme, où nous avons connu des attaques dans certaines parties du territoire, Ouagadougou, certaines zones frontalières, où nous avons eu une succession de frondes sociales. Arriver à ce seuil-là mérite quand même qu'on accepte de dire il y a quelque chose qui est à faire. Aujourd'hui, il faut que nous allions. Et comme a dit le président, ça doit être plus concret et plus efficient dans les 2 ans qui viennent. Alors, comme je vous l'annonçais, nous avons des citoyens qui sont là.
qui vont donc échanger directement avec vous. Nous invitons M. Thomas Ouedraogo, qui est le directeur exécutif du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Je vais vous inviter à vous installer. Docteur Thomas Ouedraogo, méditant, autant pour moi. Et vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. Et ce que nous demandons aux invités, c'est dans la courtoisie, parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais échanger pour permettre aussi aux citoyens de retenir quelque chose. Voilà. Allez-y. Ok, merci. Ne vous en faites pas pour la courtoisie. C'est tout à fait naturel qu'on soit courtois quand on est en face du gouvernement. Merci, monsieur le ministre, pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger autour de cet échange sur les résultats du Présimètre. Alors, c'est tout à fait intéressant de regarder les chiffres et de voir, monsieur le ministre, sur ses propos préliminaires et donner de la voix et rassurer plus ou moins les citoyens par rapport aux 2 ans et demi qui restent, puisque c'est la mi-mandat qui a été adressée dans le cadre justement de ce sondage. Je rappelle que c'est un sondage qui a été réalisé en juin, donc comptant pour les 2 ans, la mi-mandat. Alors, je peux dire que les chiffres parlent, et comme vous-même vous l'avez relevé dans votre exposé, il y a un niveau de confiance très élevé pour le gouvernement et pour le président et pour l'ensemble des institutions. Je dis bien confiance. Paradoxalement, le niveau de satisfaction aussi est à revoir. Alors, donc j'espère que cette tribune permettra de rassurer plus d'un Burkinabé d'un avenir assez meilleur. Et sur ces questions, je vais adresser la première question qui concerne justement la corruption. 65% des citoyens ne sont pas satisfaits de la manière dont le gouvernement s'occupe des affaires de la corruption. Et ces citoyens estiment qu'il y a une situation galopante au niveau de la corruption. Qu'est-ce que vous réagissez à cela? Je pense que ça, c'est un élément qui est un élément de perception qui est important de retenir. Mais on peut l'expliquer parce que nous avons quand même adopté, et ça, tous les acteurs sont d'accord, un principe simple, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a un effet. Vous avez aujourd'hui une autorité de contrôle supérieur de l'État qui, au niveau notamment de l'administration publique, fait des contrôles. Et un certain nombre de ces actions-là sont soit réglées par des questions disciplinaires au niveau des ministères, soit réglées par des questions juridiques en transférant les dossiers au niveau de la justice. Je pense qu'il faut que nous acceptions que cette séparation-là, elle existe. À partir du moment où nous avons ce contrôle-là et ces actions qui sont transférées de l'autre côté, le gouvernement ne peut pas à lui seul décider qui doit faire ça, à quel moment. La justice a un certain nombre de dossiers, ou la RCE a un certain nombre de dossiers, c'est à eux de traiter les dossiers et les transférer. Je pense que tant qu'on ne fait pas ce distinguo très net entre les acteurs, on a tendance à penser que c'est le gouvernement qui est acteur du blocage. Le gouvernement n'est pas acteur du blocage. Le gouvernement n'est qu'un élément dans une chaîne. Je prendrai un second temps. Vous avez le président du Faso qui a insisté, le premier ministre Paul Kabatieba également, sur la nécessité de remettre les conseils de discipline en place. Mais vous êtes des acteurs, vous savez comment aujourd'hui il est difficile de remettre les conseils de discipline en place parce que souvent, certains acteurs syndicaux refusent de prendre part au conseil de discipline et bloquent leur fonctionnement. Donc, même le fonctionnement au niveau des ministères est remis en cause parfois. Et il faut donc passer outre, faire du forcing pour que cela puisse se faire. Pour moi, il n'y a pas véritablement d'inquiétude à se faire. On peut avoir le sentiment, et ça c'est normal, lorsqu'on voit que certaines choses sont dénoncées et que ça prend du temps à ce que l'action soit menée en justice, qu'il y a peut-être des lenteurs. Mais malheureusement, le système dans lequel nous sommes, où il y a une séparation des pouvoirs et une répartition des rôles, chacun doit faire son travail. Alors, donc, on peut dire que le gouvernement n'est pas responsable, c'est probablement la justice. Mais moi, je n'accuse personne. Chacun de nous fait son travail. L'un des acquis que nous avons eus avec les changements au niveau de la gouvernance, c'est de réduire les durées de délai. On a réduit les durées de traitement des dossiers. Madame la ministre de l'économie numérique, lors de son discours, l'économie et des finances plutôt, Madame Rosine Sori-Koulibaly, lors de son discours à la conférence, a montré comment les délais ont été réduits dans le traitement des dossiers. Nous avons accepté la mise en œuvre de tous les textes liés donc à la loi sur les magistrats. Mais après tout, il faut que les Burkinabés acceptent que la justice a un temps qui nécessite parfois, puisque lorsque vous envoyez des dossiers parfois à la justice, il y a d'autres éléments
d'enquête qui sont remis en cause par les juges qui veulent avoir des éléments complémentaires avant que le dossier soit monté. Il faut qu'on accepte de dire les choses de façon simple. Il y a une justice qui a son temps, qui a son heure. Il y a un gouvernement qui fait son travail. Chacun doit accepter ces éléments-là et nous avancerons. Les ententes sont nombreuses, mais je pense qu'il faut aussi que nous, comme je dis, nous pratiquions notre justice. Vous savez, moi il y a deux exemples. Un exemple que j'aime bien, c'est celui du gouvernement. Il y a quelque temps de cela, le gouvernement a décidé de dissoudre le conseil municipal de Saponé. Ils sont allés en justice. La justice a dit, le gouvernement n'a pas raison. Pour moi, il n'y a pas meilleur exemple de début de fonctionnement d'une justice qui se veut indépendante que cet exemple-là. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement n'est pas capable de dire à la justice, on doit faire ça. Les juges ont leur point de vue, ils appliquent le droit et ils l'appliquent en toute indépendance. Après, la durée, la mise en œuvre peut prendre du temps, mais on espère véritablement qu'un certain nombre d'éléments vont se faire très rapidement pour que nous arrêtions de regarder derrière et pour que nous regardions vers l'avant. Alors donc, il n'y a aucune responsabilité par rapport à l'impunité, ce sentiment qui est assez propagé et qui alimente les perceptions. Personnellement, je ne vois pas d'impunité. Maintenant, je pense que nous avons des acteurs qui sont dans la presse. Vous avez des acteurs qui font de la veille citoyenne et chacun doit faire son travail. À eux de faire ressortir les éléments d'impunité qui peut-être peuvent exister et qui échappent à la vision des principaux responsables. Il y a des révélations qui sont faites tous les jours. Sur lesquelles? Préciser une révélation? Notamment un certain nombre de révélations, de détournements, Non, voilà. ne tombons pas dans les généralités. Nous sommes avec des populations qui ont besoin que nous leur donnions des exemples précis. S'il y a eu des révélations sur un détournement précis qui a été fait, sur lequel le gouvernement n'a pas agi, qu'on le précise. Parce que si on dit ça comme ça, on ouvre la porte à tout. S'il y a des choses précises, on nous les donne et nous apportons des réponses. Mais des révélations sur les détournements, bon, moi dans la presse, on m'a traité de dealer. Et pour autant, je n'ai pas vu ce que j'ai dealé. Ça fait partie des situations d'ensemble. On va évoluer, il vous reste 5 minutes. D'accord. Et je veux dire, sur un autre registre, il faut dire que pendant la restitution du sondage, la question sécuritaire s'est invitée dans les discussions. Et on sait que ça n'a pas été très coté au niveau justement des perceptions. On sent qu'il y a encore une récurrence des attaques, il y a une insécurité ambiante. Le Nord aujourd'hui est plus ou moins à l'abandon. On sait également que le gouvernement avait préconisé comme réponse la mise en place d'une police de proximité. Alors où en êtes-nous avec cette police-là depuis les 2 ans et demi? Non, quand vous dites que le Nord est en abandon, je dis non. C'est un sentiment. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que, je prends un exemple, en 2015, le taux de maillage du territoire par les éléments de sécurité, police, gendarmerie, était à 56,8%. En 2018, on est à 64%. Ça veut dire, vous avez suivi les efforts de recrutement qui ont été faits au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie ces 2 dernières années. Donc, effectivement, c'est pareil pour notre armée. Il y a eu, au niveau de l'Assemblée nationale, l'adoption d'une loi qui va permettre son financement sur les années à venir, son équipement, etc. Que dans le même sondage que vous annoncez, les Burkinabés ont le sentiment que la question sécuritaire est mieux traitée. C'est dans le même sondage que vous avez fait. Donc je crois qu'il y a quand même un effort qui a été fait à ce niveau-là qu'il faut reconnaître. Tant au niveau de la question donc, des villes qu'au niveau de la question donc, de nos frontières, avec notamment les attaques que nous avons de façon récurrente dans certaines zones. Mais même à ce niveau-là, vous avez vu que cette dernière année-là, il y a quand même une montée en puissance de notre armée. Il y en a eu quelques résultats qui ne vont pas dire qu'on ne va pas être tapé encore. C'est impossible de dire ça. Mais au moins, nous avons une armée qui est en train de prendre de petit à petit l'entière mesure parce qu'il y a eu un niveau d'équipement qui est monté, il y a une réorganisation de l'armée qui est en cours sur laquelle tout le monde est d'accord qu'il y a des efforts qui sont faits. Sur la question dont vous avez parlé, la police de proximité, vous savez, il y a un certain nombre de textes qui sont là. Nous avons eu cet épisode Kolwego qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, plus ou moins, nous arrivons à mettre cela en œuvre avec les textes qui doivent être appliqués. Parfois, c'est difficile, mais je pense que, comme dans toute chose, seule la pratique va nous permettre d'arriver à la juste proportion et à la juste application de la loi. Alors, je constate que le gouvernement a pris la décision de faire des conseils de ministres tournants. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les prochaines fois, on part à Djibouti pour le premier conseil de ministres délocalisé? Moi, ce serait mon souhait. Vous savez, on a 13 régions. Le Premier ministre a dit, nous allons faire les 13 régions
dans les 2 années et demie qui nous restent. Il y aura certainement des choix qui seront faits, mais vous savez, l'idée du Conseil de ministres délocalisé, c'est justement cela. Rapprocher le gouvernement des populations, redonner ce sentiment parfois d'appartenance qui peut manquer, et surtout aussi toucher du doigt un certain nombre de réalités. Quand vous êtes à Ouagadougou, vous n'imaginez pas comment pour une population dans certains espaces, bon, Thomas en souligne, parce que vous sortez, mais vous savez comment quand une autorité arrive dans une région, pour les populations, c'est une marque de respect, une marque de considération, et c'est également une marque d'appartenance à cet espace-là. Donc, peut-être de défiance aussi pour ces personnes qui attaquent. Défiance, comment ça? C'est-à-dire que vous pouvez venir avec tout ce sentiment, peut-être d'affronter ces personnes, et lorsque vous repartez, la sécurité que vous avez amenée ne sera plus là. Donc... Non, je pense que vous avez affaire à des personnes qui sont des personnes au moins responsables. Et vous savez bien que tout le monde a conscience que la montée sécuritaire dans une zone, si elle entraîne un retrait après, va créer un vide qui est préjudiciable aux populations. Et aucun des acteurs gouvernementaux, en commençant par le Premier ministre, ne veut justement que les conseils des ministres délocalisés ne soient une raison d'apporter de l'insécurité dans une région. Moi, je l'ai souvent dit à la société des conseils des ministres, si vous allez à Djibo, vous allez avoir une sécurité, mais ça veut dire que cette sécurité-là va rester après vous, parce que vous ne pouvez pas repartir et laisser les populations avec un minimum de... C'est une obligation. Donc les choses se préparent, il n'y a pas de défiance, il y a juste un accompagnement, et à chaque chose dans son temps pour y arriver. Alors donc si je comprends, ça reste un souhait. Pour vous, et je pense que... Non, j'ai ma dernière question à poser probablement député. En une minute. Merci beaucoup. Alors, ma dernière question concerne la réconciliation nationale qui est reprise en cœur par des organisations de la société civile, des partis politiques, et même tout récemment dans le bilan à mi-mandat, le président a évoqué cela. Quel contenu vous donnez à la réconciliation nationale et quel est le mode opératoire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous y arriviez dans les 2 prochaines années à venir? Non, je pense que je vais me calquer sur ce que le président a dit. Il a dit que la réconciliation nécessite au préalable la recherche de la vérité et de la justice. Ça, c'est un prérequis. Après, il a dit qu'on doit aller très rapidement parce qu'on ne peut pas continuer à regarder continuellement derrière si on ne gère pas un certain nombre de questions. Et il a également dit qu'il faut voir comment, de façon inclusive, cette question-là peut se gérer à la faveur de différentes expériences qui sont mises en œuvre pour que les différents acteurs politiques, la société civile, tout le monde, comme on dit les forces vives, puissent se pencher sur la question et que nous avancions. Parce que plus nous regardons derrière sur cette question de ce qui peut nous diviser, moins nous nous projetons en avant. Mais il y a un préalable, c'est bien sûr la vérité et la justice. Et ensuite, il y a le côté inclusif qui doit gérer cette question-là. Sur cette question, le HCOUL, on a avancé sur énormément de points. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut véritablement espérer que dans les, comme il a dit dans cette interview, dans les semaines et les mois à venir, il y ait cette grande rencontre-là qui permette aux différents acteurs, politiques, société civile, forces vives, de voir comment nous réglons ces questions-là sans pour autant exclure que la justice doit venir après que nous ayons eu la vérité sur Merci à vous, Thomas. Merci beaucoup. J'ai noté que c'est l'instrument du gouvernement. Nous allons prendre une question sur la plateforme. Certainement, oui. Monsieur le ministre, on va découvrir ensemble Monsieur Gérard qui nous écrit du Nord. Quand nous écoutons les uns et les autres, nous constatons que le régime actuel est vilipendé sur tous les plans, à savoir sur le plan social, économique et politique. Qu'est-ce que vous devez faire pour que ce peuple qui a perdu toute crédibilité puisse vous redonner confiance? Non, je pense que si je comprends bien, c'est le peuple qui a le gouvernement. Nous ne sommes plus crédibles vis-à-vis du peuple. Ou bien c'est le peuple qui n'est plus crédible. C'est ce qu'on peut comprendre. Je peux comprendre. La question, je pense que la question, c'est une question d'intérêt. Puisque nous sommes dans une situation où vous avez des populations, quel que soit leur corps de métier, quelle que soit leur structure sociale, qui se sont battues pour obtenir quelque chose. C'est ce changement-là. Et qui en espèrent beaucoup et très vite. Et effectivement, parfois, la machine se met en livre difficilement et les attentes sont énormes. Mais pour autant, je pense que de plus en plus, et je pense que le sondage du CGT est d'ailleurs un acquis pour cela, les populations ont de plus en plus confiance en ce qui est en train d'être fait. Je crois aussi, et ça je le dis personnellement, mais en tant que membre du gouvernement aussi, il faut que nous nous appliquions à nous-mêmes, y compris le gouvernement, mais population, ce que nous exigeons des uns et des autres. On ne peut pas vouloir
un changement sans se l'appliquer soi-même. Et nous devons remarquer qu'aujourd'hui, une bonne partie de ceux qui disent nous avons perdu confiance dans le peuple sont des personnes qui ne sont pas dans un état de dire voilà ce que moi je vais faire, voilà ce que moi je m'impose comme rigueur. Vous savez, il y a véritablement nécessité de changer les choses, mais de façon collective, de façon vraiment en synergie d'action, sans laisser un Burkinabé de côté. Je disais souvent en rigolant, les gouvernants ont maintenant, comme on dit, c'est la présomption de culpabilité. Tout acte posé par un membre du gouvernement est un acte qui doit, pour les populations, cache quelque chose, soit une volonté de détourner, soit une volonté de cacher quelque chose, soit une volonté de faire une malversation. Toute construction qui est faite, dès le départ, elle n'est pas bonne. Parce qu'effectivement, nous avons vécu dans une situation où, pendant longtemps, c'est ce qui s'est passé. Et le changement du déclic, pour dire on peut travailler dans la probité, on peut travailler dans la concertation, ce changement-là tarde à venir. Et là, c'est la responsabilité du gouvernement d'être plus actif, d'être plus réactif, de donner plus de visibilité à ces actions, d'être plus transparent sur certains éléments, de ne pas avoir peur de s'exprimer sur les choses pour qu'effectivement, ce petit mur qui existe encore, ou ce petit voile qui fait que les populations peuvent penser que les choses ne sont pas en train de changer, puisse disparaître. Une autre question, parce qu'effectivement, il y a comme une contradiction quand on lit le sondage. En même temps, ces mêmes personnes ont confiance au gouvernement. En même temps, elles sont insatisfaites. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre en réalité. Non, mais moi, je me l'explique. Parce que les populations disent, ce qu'on nous propose peut nous permettre de nous en sortir. Donc, elles pensent que le programme du chef de l'État, et ça apparaît, ça peut changer les choses. Maintenant, elles se disent, ce qui est fait est lent et on ne voit pas vite les choses venir. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il y a un sentiment que ce qu'on nous avait proposé peut nous faire sortir de la situation. Mais on ne voit pas avec une certaine rapidité les choses se mettre. Et lorsque vous écoutez nos premiers responsables, le président de façon en particulier, il a dit, la deuxième année doit être plus concrète. Il faut que nous arrivions effectivement, parce que nous avons pu asseoir un minimum de base. Nous avons pu assainir un minimum au niveau de notre économie. Nous avons pu, et ça c'est un élément qu'il faut se féliciter, lorsque nous sommes allés au PDS, nous avons eu la confiance des partenaires. Malgré les crises que le Burkina a connues durant ces 2 dernières années, tant au niveau de la fronde sociale qu'au niveau de la question sécuritaire, ces partenaires-là nous sont restés toujours fidèles et croient en nous parce que, quoi qu'on dise, on a des capacités pour faire évoluer les choses. Est-ce que ce n'est pas ça? Peut-être que vous traînez aussi, vous avez une carte de visite qui vous permet peut-être de vous présenter à quiconque qui accepte peut-être vous accompagner, mais jusque-là, n'avance pas. Vous savez, les acteurs, que ce soit les PTF, dans le cadre bilatéral, dans le cadre multilatéral, ils regardent aussi comment ça fonctionne. Nous avons un pays qui a réussi quelque chose, nous avons des avancées démocratiques et au niveau des libertés extraordinaires. Nous avons aujourd'hui un contrôle citoyen. Nous sommes là, au niveau du périmètre. Beaucoup de pays ont lancé ce principe-là, ils ont tous abandonné en cours de chemin. On doit être l'un des rares pays qui a continué dans cette logique-là. Parce que la transparence est un élément, est un gage de réussite. Donc, quand vous avez ces éléments-là que vous mettez en avant, vous êtes certain que les partenaires, avec les résultats obtenus, tant au niveau des réformes de notre économie, finances, agriculture, élevage, tant au niveau que la construction des éléments de base, les partenaires-là nous accompagnent. D'accord. On prend M. Eric Ouedraogo qui nous appelle de Tenkodogo. Et là, c'est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Oui, bon, moi, ma question, c'était concernant la vie chère. Oui, allô? Allô? On vous entend. Ah, ok. Je dis ma question, c'est concernant la vie chère. Et ils ont promis qu'après l'élection, la vie chère, ça va finir. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Deuxièmement, ma question, c'est concernant les concours. Ils ont dit à dire que l'effectif, là, ils vont essayer d'augmenter pour que les gens puissent avoir le travail. Et ça aussi, mais jusqu'à aujourd'hui, on a vu que cette année, ils ont diminué même le nombre. Et il y a d'autres même, il y a d'autres diplômes qu'ils ont. Il y a un diplôme qu'ils ont supprimé aussi au niveau des concours. Et troisièmement, ma question, c'était concernant, pendant les campagnes, ils ont eu à promettre aux volontaires agents de sécurité qui vont essayer de voir leur qualité et chercher leur corps à part.
Et jusqu'à aujourd'hui aussi, on a dit que ça aussi, c'est pas fait. Et c'est des gens qui se battent. On ne comprend pas. Moi, ma question, c'était ces 3 questions. Monsieur de Tenkodogo, monsieur le ministre. Oui, sur la vie chère, vous savez qu'il y a un certain nombre de prix qui sont des prix homologués, sur lesquels je pense que les différents acteurs travaillent. Et d'ailleurs, le ministère du Commerce de l'Institut de l'ASENA effectue des contrôles. Certes, parfois, effectivement, les acteurs peuvent, par le biais donc, de jeux spéculatifs, faire évoluer les prix. Effectivement, lorsque vous avez des situations de pénurie ou de rupture d'un certain nombre d'éléments, il est à craindre effectivement que ces acteurs-là jouent. Mais je pense que les différents acteurs font tout pour garantir ces prix-là. Les principaux éléments au niveau du carburant, vous avez des discussions au niveau du pain, au niveau... Tous ces prix homologués-là sont des questions qui sont discutées. Et je crois que, quoi qu'on dise, l'inflation a été plus ou moins maintenue durant ces dernières années au Burkina Faso. Après, je peux comprendre et je peux percevoir que dans certaines situations, effectivement, la spéculation peut jouer, mais à ce niveau-là, le ministère du Commerce, à travers les différents contrôles, peut ramener les choses. En ce qui concerne les concours, je pense que nous sommes dans une situation où il faut aussi avoir la vérité des faits. Il y a eu des recrutements assez importants et nous sommes dans une situation aujourd'hui où, si nous continuons, le poids du fonctionnariat au niveau de nos recettes, au niveau du budget de l'État, devient trop important. Les différents acteurs disent sans cesse que sur nos recettes que nous mobilisons, aujourd'hui, à peu près 50% va au traitement des salaires et une autre bonne partie va au fonctionnement de l'administration. Il faut trouver un juste équilibre. La question aujourd'hui, c'est donc de voir comment nous avons utilisé au mieux la fonction publique que nous avons. Les différents ministères qui s'en occupent regardent un peu la question. Parfois, vous avez à Ouagadougou des personnes qui sont là, peut-être qu'ils peuvent être utilisés ailleurs dans le Burkina. Il faut regarder, établir des fiches de poste, voir comment on peut justement utiliser au mieux ces personnes-là. Lorsque nous avons fait la conférence sur la rémunération, les conditions de rémunération des agents publics de l'État, une des propositions qui a avancé, c'était de dire comment nous pouvons aider un certain nombre d'acteurs qui sont assez dans la fonction depuis longtemps, les encourager à la retraite pour justement permettre des retraites anticipées pour les encourager à aller, etc. Parce qu'il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas que nous fassions semblant de ne pas voir la réalité. Il y a une situation où aujourd'hui nous devons arriver à conserver nos équilibres macroéconomiques et à conserver également la petite capacité de financement propre que nous avons dans certains domaines. Oui, sinon, la question qu'il pose, c'est que le président a promis, je crois, 50 000 emplois et au même moment, on oui, mais les emplois ne sont pas que des emplois fonctionnariés. Dans tous les pays du monde, les emplois sont créés d'abord par le secteur privé. Il faut que nous arrivions à ça. C'est-à-dire que la fonction publique, l'administration dans sa majorité des cas, permet de créer le cadre d'accompagnement, de contrôle, de promotion pour que les acteurs du privé se développent et créent des emplois. Et les emplois, c'est essentiellement le secteur agro-silvo-pastoral dont on parle qui peut les créer avec des unités de transformation, avec des jeunes qui se prennent en compte, etc. Donc, il faut changer la donne. C'est pour cela qu'il y a cette politique de mise en place de lycées agricoles, de lycées scientifiques, de lycées d'enseignement technique, pour que nous ayons cette masse critique capable de prendre en charge cette création au niveau du secteur agro-silvo-pastoral, au niveau des autres secteurs, afin que nous ayons cette création de richesse. Donc, penser que nous allons avoir que des emplois fonctionnariés, que des emplois au niveau du fonctionnariat, ce n'est pas possible. Dans aucun pays du monde, ça ne peut marcher. La création de richesse, la création d'emplois est d'abord quelque chose du recours du secteur privé. Et quand vous regardez aujourd'hui, le secteur privé, il est là. C'est les jeunes qui sont dans l'informel, c'est des acteurs de l'industrie, c'est des acteurs de la PMI, c'est les cultivateurs, c'est les éleveurs. Maintenant, il manque un élément important. C'est comment justement nous arrivons à faire que le secteur de la transformation, qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois, se mette véritablement en place dans notre pays. Et c'est sur ça que nous travaillons. La troisième question, c'est le corps des VADS. Bon, sur cette question, en tant que porte-parole du gouvernement, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas vu dans mon programme quelque part cela. Il y a peut-être eu cela, s'il a dit, mais je pense qu'il faut déjà voir que les VADS ont été reconduits et que certainement il y a des possibilités comment on appelle, de passage d'un camp à un autre. Et il faut faire attention à créer trop de corps parce qu'on en a déjà suffisamment. Mais s'il a dit, ce qu'il a certainement entendu, peut-être les conditions dans lesquelles ça a été dit et ce qui a été prévu
je ne suis pas au fait de cette question sur les VDS et donc je n'aimerais pas m'avancer sur cette question. D'accord. On va inviter M. Nadon Koulibaly qui est avec nous sur ce plateau à prendre place. Vous avez aussi 10 minutes. Je précise qu'il est journaliste à Jeune Afrique, ce n'est pas coutumier. Et on a dit dès le départ que nous donnons la parole aux citoyens, mais exceptionnellement ce soir, il va discuter avec vous sur les questions économiques en tant que journaliste spécialisé, donc spécialiste de la question donc, économique. Bonsoir, M. Nadon Koulibaly. Bonsoir, Simon Gwango. Vous avez 10 minutes et le même principe s'applique à vous, courtoisie, modération et rigueur dans vos questions. Je ne vous apprends rien. Merci. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Koulibaly. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez donc, de vous cuisiner entre griffes un peu. Et donc, malgré quand même les attentats et donc, la fronde des syndicats, l'économie a eu une bonne tenue avec une croissance autour de 6,7 en 2017 et une inflation contenue autour de 2%. Et comment vous pensez aujourd'hui que le Burkina a véritablement pris son envol pour la relance économique? Oui, je crois que nous avons pris un envol parce que vous avez eu effectivement en 2016 5 points, je ne me rappelle plus exactement, de PIB. 2017, 6,7, mais c'est parce qu'au niveau notamment de la structuration de l'économie, il y a des efforts qui sont faits. Vous avez tous les efforts qui sont faits au niveau du ministère de l'économie et des finances, avec les réaménagements, avec tout ce qui est facture normalisée, avec tout ce qui est Sylvie, tout ce qui est nouvelles méthodes avec les Internet pour payer les factures, etc. Il y a donc un meilleur suivi de tous ces acteurs-là. Il y a les efforts qui ont été faits avec tout ce qui est dans la suivi du dédouanement des acteurs. Ça, c'est au niveau vraiment des recettes de l'organisation. Et puis, il y a tout l'accompagnement qui a été fait. Il faut regarder au niveau, par exemple, du monde agricole, ce qui a été fait en termes de périmètre irrigué, en termes de mise à disposition de semences de qualité, en termes de mise à disposition de tracteurs ou d'engrais. Il y a également tout ce qui a été fait pour soutenir les différentes filières, filière coton, filière anacarde, etc. Donc, je pense que lorsqu'on regarde ces éléments-là, il y a effectivement une base économique qui est en train de se mettre en place de plus en plus, qui peut justifier cet élément-là. Il est clair qu'une bonne partie est tirée par le fait que nous avons un investissement qui vient de l'État, avec tout ce qui est construction, tout ce qui est mise en route des routes, mais c'est comme ça fonctionne forcément pour que la reprise soit faite et que les autres secteurs suivent ensuite. Et le boom minier aussi, pour lequel vous êtes beaucoup critiqué par la société civile, pardon. Non, il y a quand même au niveau du Burkina une présence de la société civile. Vous savez mieux que moi qu'il y a un observatoire qui permet aujourd'hui de mettre les différents acteurs du secteur minier, les OSC, les miniers, l'État, etc., l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui permet de dire ce que nous faisons. De ce côté-là, je pense que nous avons quand même un élément important. Et il y a des efforts qui sont faits, notamment dans le minier, notamment dans le boom minier, pas forcément dans le secteur dont on parle, dans le secteur informel, où il y a une bonne partie, informel entre guillemets, tout ce qui est orpaillage, etc., où il y a une bonne partie de notre or qui est dissipée, sur lequel nous n'avons pas les possibilités d'avoir les taxes qui nous reviennent de droit. En ce qui concerne les grandes industries, les grandes mines, sur ce cadre-là, il y a des conventions qui sont signées. Nous avons un code minier qui est un code minier relativement attractif, mais qui définit également des obligations d'investissement au niveau des collectivités, avec des fonds pour s'occuper des collectivités, pour la remise à niveau de l'environnement. Et sur ces questions-là, effectivement, les acteurs, les OSC, doivent s'impliquer pour que les différents acteurs, mines comme gouvernement, soient obligés. Moi, je considère que la veille citoyenne est un élément important dans la démocratie. D'ailleurs, dans les recommandations qui ont été faites lors de notre conférence qui vient de s'achever, il a été dit de donner une place plus importante à certaines organisations citoyennes, notamment dans le suivi d'un certain nombre d'ouvrages qu'on va mettre en œuvre dans le secteur agro-silvo-pastoral, parce que là, il y a une meilleure redevabilité et un meilleur impact au niveau des populations. Oui, mais il n'empêche que sur le front économique, qu'est-ce que fait le gouvernement concrètement pour permettre au secteur privé, donc les prestataires privés ou les fournisseurs de services, parce que c'est là où le Burkina n'arrive pas à tirer le maximum de revenus. Dans les pays industrialisés, les recettes peuvent aller jusqu'à 60%. C'est moins de 15% au Burkina. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour préparer justement ce secteur privé-là
à absorber cette niche-là? Non, je pense que les différents acteurs y travaillent. Vous avez vu comment aujourd'hui le processus de discussion est mis en œuvre pour que, à la fois, tout ce qui est services liés à la mine, c'est-à-dire qui créent des emplois, l'alimentation, tout ce qui est transport, tout ce qui est prestations telles que le pressing, tous ces petits métiers-là qui créent de l'emploi et qui impactent énormément soient pris en compte. Après, il faut que les acteurs soient capables de répondre à la demande et ça classifie les demandes. C'est là où le gouvernement doit faire jouer un rôle. Mais il y a quand même une loi qui a été prise pour aider les PME-PMI. Ça existe. Il y a une loi qui a été prise. Elle existe et c'est l'un des grands acquis de ces 2 dernières années-là, pour permettre justement à ces PME-là d'évoluer à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une situation qui est celle qui est de 2015, et aujourd'hui il y a une évolution très nette. Après, les populations aussi imposent leur rythme. Aujourd'hui, il est évident que avec tout ce qu'on a comme exigence des populations, en termes de retour, je ne dirais pas sur l'investissement, mais sur retour sur utilisation de leur sol pour les mines, il est évident que le gouvernement doit se mettre à ce niveau-là pour accompagner les acteurs, pour éviter aussi que la trop forte demande des acteurs au niveau des populations ne finisse par faire partie des investisseurs. Ceux qui disent qu'on doit nationaliser les mines, on en a fait l'expérience au Burkina des mines nationalisées qui sont tombées. Dans aucun pays, ce principe-là ne fonctionne effectivement. Il faut surtout arriver, parce que les masses d'argent nécessaires pour l'investissement sont énormes. Je viens de la mine à quelques 30 km de Sendou. Nyangorodougou, la mine de Wagnon, je pense. On parle de 245 milliards de francs d'investissement. Bon, c'est important. Si vous faites cela, pendant qu'en même temps, on attend d'autres aspects, ce n'est pas votre corps de métier. Votre corps de métier, c'est de permettre aux Burkinabés de se soigner, de permettre aux Burkinabés d'aller à l'école, parce que l'école est obligatoire et gratuite, de permettre aux Burkinabés de se déplacer en toute sécurité, quelles que soient les parties du Burkina. Mais il n'empêche que sur les bons chiffres macroéconomiques, il y a beaucoup de nos compatriotes estiment ou critiquent, fustigent un certain immobilisme au niveau de l'exécutif. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Quand vous dites immobilisme, précisez-moi vraiment de quoi vous parlez. Parce que je trouve quand même qu'en termes d'initiative au niveau de réglementaire et législatif, le gouvernement burkinabé évolue énormément. Un exemple concret, sur les PPP, le gouvernement s'était donné 6 mois pour concrétiser certains projets contenus dans le PNDS. Mais au bout de 6 mois, excusez-moi du terme, mais il n'en est rien. C'est de cela qu'il est question. Mais là, je pense que j'ai répondu en partie à la question. Vous savez, il y a différents types de PPP. Vous êtes acteur économique. De façon, vous êtes journaliste économique, vous connaissez. Pour les auditeurs qui nous suivent, il y a des principes différents. Il y en a, si on prend 2 exemples, il y a un, on vous dit, on construit, mais en fait, vous allez rembourser l'argent. Voilà, on construit, on vous donne, vous allez exploiter, vous remboursez l'argent. Le gouvernement burkinabé ne veut pas de ça. D'accord. Le gouvernement burkinabé veut d'un PPP où vous venez, vous dites, par exemple, pour l'électricité, je construis, je produis, je vends, et au-delà après une certaine durée, je retrocède à l'État. Ça veut dire que nous avons des investissements qui peuvent se mettre en place sans pour autant que nous soyons obligés de nous endetter pour cela. On peut s'endetter pour d'autres secteurs qui ne sont pas immédiatement capables de produire des effets, mais qui sont décisifs et importants pour la qualité du capital humain. C'est l'école, c'est par exemple la santé. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. Et aujourd'hui, ces acteurs de PPP-là, notamment dans un certain nombre de secteurs, pour ce qui est de la mise en place d'usines, pour ce qui est de la mise en place de production électrique, etc., ils sont sélectionnés, ils vont se mettre en œuvre, mais on ne peut pas tout faire. Peut-être que nous avons préjugé ou présagé de ce qui pouvait être fait. On s'est rendu compte qu'au final, il y avait un risque d'endettement fort et il fallait faire des choix. Et les choix qui ont été faits sont des choix portés sur des PPP qui permettent... Le FMI a intervenu dans son projet. Vous avez déjà posé la même question à Mme Sori Koulibaly et vous a répondu. Nous avons nous-mêmes déjà fait cet arbitrage-là. D'accord. Parce qu'il est important de ne pas... Vous savez, chaque fois que nous allons discuter et que les partenaires nous font confiance, c'est parce qu'ils savent que les éléments de base, l'équilibre de nos équilibres macroéconomiques sont respectés. Que nous voulons arriver à des situations où nous serons crédibles. Que nous avons travaillé à assainir le climat des affaires en créant un certain nombre de conditions qui permettent aux investisseurs de venir. Donc, ces questions ont été réglées bien avant. Il est clair ensuite que les partenaires peuvent attirer notre attention à tel ou tel point, mais nous y participons aussi. Monsieur le ministre, il y a quand même il nous reste 2 minutes. Il nous reste déjà 2 minutes, d'accord.
Et une autre question peut-être sur le coton. Le Burkina a perdu donc son leadership sur le coton. Qu'est-ce que le Burkina compte faire de ce secteur qui contribue quand même pour 4% à la formation du PIB, donc le produit intérieur brut, et qui emploie bon an, mal an, entre 3,5 et 4 millions de personnes. Alors, vous avez vu que nous avons fait le choix de revenir au coton bio. Ce choix-là, c'est un choix qui s'est avéré gagnant, parce qu'en termes de qualité de la fibre, et même en termes de résultats, ça a été positif. Après, il y a eu, notamment pour cette saison-là, un certain nombre d'éléments. Il y a eu ces poches de sécheresse durant la saison pluvieuse, il y a eu ces attaques, notamment de la chenille légionnaire, qui ont effectivement pénalisé. L'État, tenant compte de cette réalité-là, a décidé de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour permettre à la saison cotonnière qui commence de se mettre en place. Je pense que sur cette question-là, il y a des efforts qui sont faits. Deuxièmement, il y a tout le travail de création de valeur ajoutée. Parce que le coton ne peut être intéressant pour nous que s'il y a de la valeur ajoutée. Et à ce niveau-là, vous avez vu les efforts qui sont faits à la fois pour créer de nouvelles industries, afin justement que très rapidement, aussi bien à Koudougou, à Bobo qu'à Ouagadougou, nous puissions avoir cette valeur ajoutée née du coton qui nous... Excusez-moi, sur ce dernier volet donc, de la transformation du coton, il y a le projet, le fameux projet turc Aïka Textile qui doit donc investir quelques 225 milliards dans un complexe industriel. Où en est ce projet aujourd'hui? On parle de partenariat privé. Oui. C'est un partenaire privé qui vient, sur lequel nous discutons. Et je pense que le ministre Aruna Kabore le dit assez souvent. Très bientôt, nous allons avoir la finalisation. Mais c'est des acteurs privés. C'est des acteurs privés sur lesquels nous discutons. Il y a des aménagements qui sont faits aujourd'hui sur des propositions de telle sorte qu'il y ait plus seulement une concentration sur Ouagadougou, mais qu'il y ait des pôles qui soient créés, notamment à Koudougou, Bobo, Ouagadougou. Mais ce projet-là va se finaliser, il va être signé, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres investisseurs qui sont intéressés. Pour autant que nous permettions à ces investisseurs-là de venir dans un contexte assez agréable. Parce que l'autre aspect, c'est que vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. Et quand vous avez un pays où vous êtes continuellement en ébullition, alors que dans la sous-région, il y a la même compétition qui est en place, le Mali fait du coton, le Bénin en fait, d'autres pays en font, la Côte d'Ivoire en fait, donc, et parfois avec des avantages comparés qui peuvent être différents. La Côte d'Ivoire a de l'électricité à gogo, nous avons moins d'électricité. Qu'est-ce qui peut justifier qu'ils viennent chez nous si ce n'est la qualité de notre coton, si ce n'est l'environnement économique que nous mettons à leur disposition pour compenser le manque à gagner que nous avons vis-à-vis des autres pays. Donc il faut aussi que nous acceptions à un moment donné que nous facilitions ces investissements-là, mais pas que nous les repoussions et que nous rebutons les gens à venir chez nous. Et une question peut-être sur le coton. Parlant du coton, il y a quand même une fronde. On a découvert la dernière fois dans un reportage sur nos antennes qu'il y a des producteurs de la Léraba et notamment aussi de la boucle de Mouhoun qui refusent de produire le coton. Est-ce que le gouvernement est au courant et qu'est-ce que vous faites justement pour... Parce que à partir du 15 juillet, il ne sera plus possible de semer le coton. Oui, le gouvernement a eu des missions à ce niveau-là. Il y a des discussions qui ont été mises en œuvre. Il y a des acteurs qui ont décidé de recommencer à cultiver. D'autres ont décidé de les empêcher de cultiver. C'est une question parfois qui n'est pas seulement des questions purement cotonnières. Et donc je crois que le président du Faso, déjà, je pense à l'époque, une fois le blog Saint-Serge à Bobo, a raconté les différents acteurs. Ils sont dans une logique de dire il faut aider les acteurs. Mais vous savez qu'il y a des délais. Et ceux qui ne l'ont pas cultivé, ce serait bon à leur dépens. Parce que le coton reste quand même un élément important. Sauf qu'il y a des objectifs aussi de production à la fin de l'année. Si les producteurs ne produisent pas, forcément, il y aurait un manque à gagner aussi. Ça paraît évident. Donc le ministère du Commerce, les différentes sociétés de cotonnières travaillent à créer cette situation qui permet aux acteurs de revenir. Mais après, vous savez, si quelqu'un ne veut pas faire du coton, il ne va pas faire du coton. Vous avez beau l'inciter, pour différents raisons, décident de ne pas le faire. Donc moi, je crois que sur cette question-là, le ministre du Commerce, les acteurs que sont ceux de la Sofitex, parce que c'est essentiellement la zone Sofitex que le problème se pose, discutent avec les acteurs. Certains ont accepté de se remettre au coton. Peut-être qu'il y aura un manque à gagner, qui est évident, mais je pense qu'il faut sortir de cette situation, parce qu'on ne peut pas non plus, sous le prétexte que nous avons besoin du coton, vouloir prendre l'État en otage sur certains aspects.
sur certaines histoires. On nous dit, bon, maintenant on ne veut plus faire du coton bio, les délais sont courts, on va faire du coton BT, du coton transgénique, alors que nous savons bien que nous avons basculé sur cette option-là. Je pense que c'est des choix gouvernementaux qu'il faut assumer. Ça peut avoir des répercussions sur les quantités, mais il faut les assumer et travailler à ce que les autres acteurs qui ont décidé de produire puissent travailler à compenser par la qualité de la performance et au niveau du rendement ce que nous allons avoir. Parole aux citoyens au téléphone. Merci à vous, Nadoun Koulibaly. Merci d'être venu. Tanti Rebecca de Bérigadougou nous appelle au téléphone. Bonsoir, Tanti Rebecca. Bonsoir. Votre question au ministre. Et d'abord, c'est pour d'abord demander où en sommes-nous avec les écoles nouvellement construites, les entreprises qui ont construit des nouvelles écoles qui sont tombées, qui sont détruites, et même le terrain des plateaux de sport de Bobo aussi qui est tombé. Où en sommes-nous avec ces problèmes? Et maintenant, ma deuxième question, ça concerne aussi autre chose. Et est-ce que le gouvernement ne met pas la population en danger? Et si on parle d'insécurité, vous allez me demander pourquoi. Parce que si on écoute bien tout ce que le gouvernement fait, parce que quand on veut contre-attaquer l'ennemi, nos secrets, nous ne devons pas les dévoiler. Mais il se trouve que chaque fois nous regardons au niveau des médias, à la télé, tout ce que le gouvernement a préparé pour pouvoir attaquer les terroristes. C'est compliqué. Ils nous mettent en danger. C'est mieux de garder le secret. Maintenant, la rentrée scolaire 2017-2018 était devenue compliquée à cause des grèves des enseignants. Est-ce que le ministre peut nous rassurer vraiment que cette année, cette rentrée scolaire 2018-2019, les élèves iront à l'école sans grève? S'ils arrivent vraiment à régler le problème des enseignants, est-ce que ça est sur le plateau, à leur niveau? Quand je parle de plateau, lors de leur concertation, lors du Conseil des ministres. Parce que sans les élèves, nous ne sommes rien. On devient ministre en passant par la classe du CP1. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le ministre. Je dis merci à Tanti Rebecca. Il y a des problèmes de construction, pas seulement sur les écoles, mais sur plein d'infrastructures. Et on a vu des écoles qui se sont effondrées. Certaines ont été construites en 2015, certaines ont été construites en 2016, d'autres même en 2017. Donc, les différents ministres ont reçu instruction de faire le point. Et certains ont été réparés en toute urgence par rapport notamment au fait qu'il y avait des examens dans certaines zones et d'identifier à la fois les maîtrises d'ouvrage et les entrepreneurs qui sont responsables de cette situation. Ça fait partie de nos mauvaises habitudes que nous ne voulons pas perdre. Souvent, nous sommes dans des situations de compétition, nous avons des marchés que nous cassons, ça fait partie de mauvaises habitudes. Donc, sur ces questions, le gouvernement s'assume et le gouvernement a décidé de blacklister toutes les entreprises qui n'auraient pas... En français facile. En français facile, c'est-à-dire nous avons décidé de faire une liste des entreprises qui n'exécutent pas ou qui exécutent mal les marchés pour ne plus leur donner de marché. Et à ce niveau-là, c'est très important pour que nous ne tombions pas dans une situation de reconduction. En ce qui concerne le plateau municipal de Bobo, je pense que la question a été réglée dès la semaine ou les 2 jours qui ont suivi. Il y a eu, au niveau des poteaux de basket, il y a eu certainement du fer qui n'est pas de bonne qualité. Moi, je suis d'un quartier, Plateau Saint-Vincent-de-Paul, où il y a des terrains de basket. J'ai vu des poteaux et je suis parti laisser ces poteaux de basket-là. On fait des dingues dessus, ça ne tombe jamais. Donc, il y a eu certainement un problème à ce niveau-là. Et le ministre des Sports à l'époque est allé voir de quelle façon ils peuvent résoudre les questions-là. Mais je voudrais rassurer Tanti Rebecca que sur cette question-là, le gouvernement a entièrement conscience. Le ministre Ouattara, par exemple, concernant toutes les écoles, a mis en place un comité. Ils sont en train de recenser les maîtrises d'ouvrage. Ils sont en train de recenser les entreprises qui sont responsables et elles vont perdre définitivement le marché public de l'État. Alors après, bien sûr, il faut les réparer. Les réparations ont commencé en urgence dans certaines zones parce qu'il y avait des examens et on ne pouvait pas attendre. En ce qui concerne les secrets qui ne sont pas à dévoiler, je pense que Tanti Rebecca pose un problème de citoyenneté. Ce n'est pas le gouvernement qui dévoile les secrets. C'est les Burkinabés qui aujourd'hui, dans cette effusion de liberté et d'expression à travers les réseaux sociaux, mettent tout, n'importe quoi. Aujourd'hui, on a eu ce débat-là, même parfois avec les médias, de dire
est-ce qu'on doit dire ça ou est-ce qu'on doit dire pas ça? Je pense que dans les médias, ils ont ce qu'ils appellent responsabilité sociale. Les médias ont réglé la question. Ils savent à quel moment ils peuvent le dire, à quel moment ils ne peuvent pas le dire. Par contre, les citoyens qui ont envie de faire du buzz, qui ne se rendent pas compte, disent tout et n'importe quoi. Vous savez, moi j'ai vu dans les réseaux sociaux qui circulaient d'un communiqué où on dit que les terroristes qui sont en train de rentrer à Ouagadougou. Vous avez peut-être reçu ça également. Je dis, comment les ex-burkinabés peuvent balancer ça au risque de créer la panique? Donc je pense que ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est chacun de nous comme acteurs qui devons assumer nos responsabilités. Je pense que face à un ennemi comme le terrorisme, on n'a pas intérêt nous-mêmes à nous dessouder, quel que soit ce qui peut nous opposer. Alors que souvent on a l'impression que montrer les faiblesses de notre armée ou dire comment elle entreprend, etc., peut participer à nous galvaniser, à mettre le gouvernement à terre. Non, ce n'est pas le gouvernement qui est à terre. C'est le Burkina qui va en pâtir dans son entièreté. Il y a d'autres aspects dont elle a parlé, mais qui peuvent être des aspects communicationnels. Je pense que, par exemple, moi je trouverais normal que la télévision ou les télévisions aillent montrer des soldats comment ils sont. Mais ça, c'est dans un cadre organisé, concerté, pour que les Burkinabés se rendent compte que leur armée travaille, qu'elle mène des opérations et rassure les populations. Ça fait partie des éléments de communication. Mais ça doit être fait de façon contrôlée, gérée à la fois avec le consentement de l'état-major et avec justement un professionnalisme des journalistes pour que cela advienne. Pour ce qui est de la rentrée 2017-2018, je crois que le ministre, le professeur Ouattara, est en discussion avec les syndicats. Nous sommes, et là il faut féliciter les syndicats et leur dire merci, nous sommes arrivés à engager les discussions et à permettre à ce que les examens se fassent dans leur entièreté. Ce n'est pas qu'ils sont forcément satisfaits de ce que nous leur proposons, mais ils ont accepté d'aller en discussion. Et je pense que cet esprit-là est à saluer et à encourager. Et je crois effectivement que si nous restons dans cette dynamique-là, nous allons trouver des solutions, peut-être immédiatement, à moyen ou à long terme, mais nous allons trouver des solutions qui permettent aux différents acteurs de garantir une rentrée scolaire importante. Vous savez, on peut faire des mouvements de grève sur tout, sur la douane, sur les impôts, tout ce qu'on veut. Mais une fois que les enseignants sont en grève, chacun d'entre nous, personnellement, ressent cette situation-là, parce qu'on a nos enfants, on a nos petits-enfants, on a nos frères et sœurs à la maison, et on est anxieux parce que c'est eux, c'est leur avenir qui est en jeu. Et donc, il y a sur cette question-là, je pense que les syndicats de l'enseignement et le ministère sont en discussion, et je crois qu'effectivement, l'esprit dans lequel ils discutent doivent nous permettre d'aboutir à des résultats. Nous allons prendre une question sur la plateforme Présimètre. Voilà, Monsieur Konaté Seydou du Centre, pouvez-vous nous faire le point en termes de nombre et surtout de montant entre les PPP avec endettement de l'État et les vrais PPP, c'est-à-dire ceux dont les infrastructures qui ont été réalisées vont générer elles-mêmes les recettes qui serviront à rembourser le partenaire privé? Alors, je voudrais dire à M. Konaté Seydou que malheureusement, je ne peux pas faire ce point-là parce que c'est un point vraiment du ministre des Infrastructures et du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Mais je veux vous garantir que nous essayons de faire le moins possible de partenariats qui sont des éléments d'endettement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Nadoum nous faisait la remarque que nous avons traîné, parce que nous avons fait le choix d'aller vers des PPP, c'est-à-dire des partenariats qui sont en eux-mêmes des éléments de financement et de remboursement, à tel point que l'opérateur qui vient, construit, exploite, se rembourse et nous donne, au sortir de son exploitation, l'infrastructure à gérer. Donc je pense que c'est la voie qui est choisie et ça va se voir de plus en plus en ce qui concerne notamment l'énergie, sur lesquelles effectivement il y a de fortes attentes et sur lesquelles également il y a beaucoup de partenaires qui sont mis en œuvre. Il y a 2 derniers conseils des ministres, nous avons pris 2 décrets qui vont permettre justement cette commercialisation, puisque nous avons une nouvelle loi sur l'énergie qui a privatisé, mais il manquait les décrets d'application et on a défini des niveaux de rémunération, des éléments, quels sont les éléments qu'on prend en compte pour justement l'évaluation. Et ces 2 décrets-là doivent nous permettre justement d'attirer ces acteurs qui attendent et qui vont se mettre en œuvre justement pour nous produire de l'électricité, soit à travers des centrales thermiques, soit à travers le choix de plus en plus fort qui est des centrales solaires, qui vont nous permettre donc de monter un peu les capacités d'énergie propre du Burkina, en sachant bien sûr que normalement, dans les mois qui viennent, la connexion avec le Ghana devrait être finalisée et que, effectivement, à ce moment-là, tout bon an, mal an, nous aurons pu atteindre un niveau qui ne soit pas préjudiciable l'année prochaine en termes de déficit. Alors, le dernier point que nous allons aborder ce soir, c'est là peut-être où le PNDS est à l'aise, le social. Avec Célestin Pouya de WaterAid.
Bonsoir, Monsieur Pouya. Bonsoir. Donc, vous êtes chargé en 10 minutes de changer avec Monsieur le ministre sur les questions sociales. Ok, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Pouya. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait le bilan de son mandat à mi-parcours après 2 années et demie de gouvernance à la tête de l'État. Alors, on a remarqué qu'effectivement, le gouvernement, vous étiez très fier des performances de votre équipe. Très fier. Voilà. Et la société civile aussi en était également fière. Et on a vu aussi que vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts pour que les citoyens puissent avoir accès aux services sociaux de base. Seulement, les citoyens pour lesquels vous travaillez, et nous pensons que c'est à ce niveau qu'il faut effectivement mesurer vos performances. Nous avons vu à travers le sondage Pésimètre conduit par le CGD que par rapport à la santé, par exemple, vous avez jusqu'à 57,6% des populations qui ne sont pas satisfaites de vos performances en matière de santé. Et au niveau de l'éducation, c'est 57,4% qui ne sont pas du tout satisfaits. Et au niveau de l'eau et l'assainissement, c'est jusqu'à 63,4% qui ne sont pas satisfaits de vos performances. On ne sait pas, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que justement c'est à partir de ces considérations-là que l'opinion publique, à travers ce sondage, vous a collé la note de 5,08, juste la moyenne. Quel commentaire vous faites? Non, je pense que vous dites quelque chose qui est un ressenti. Moi, je prends ce même sondage-là et je dis, au regard des actes posés depuis son investiture, avez-vous le sentiment que ces engagements du président pourraient être tenus? Et vous avez rendre accessible à tous les services de santé de qualité. 59% des Burkinabés le croient encore aujourd'hui. Ça veut dire justement que pour moi... Non. Ils espèrent toujours. Je termine. Parce que nous discutons, il a fait un constat. Ce constat-là, je le considère parce que c'est un élément qui se met en place. Vous êtes de WaterAid, vous savez qu'au niveau de l'eau, ce qui a été fait en termes de progrès vers le concept de zéro corvée est énorme. En termes de forage construit, en termes d'éléments d'assainissement, je pense que nous avons véritablement le droit de nous enorgueillir de ce qui est fait. Après, il y a les réalités qui sont faites. Le ministre vous dit aujourd'hui qu'il y a 200 et quelques villages qui n'ont pas de forage. Il faut trouver le moyen d'y aller et donner ces forages aux populations-là. Et moi, ce qui est important dans ce sondage-là, c'est que vous dites 5,08, c'est la moyenne. Oui, mais juste la moyenne. Il y a quelque temps, on était en dessous de la moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a une perception que les choses peuvent évoluer. Et moi, quand j'écoute mon chef de l'État qui me dit « nous avons fait cela », mais je pense que maintenant nous devons être plus concrets, je me vois dans la situation de dire effectivement, c'est 57,1 qui croient qu'on aura accès à une éducation de qualité, il faut que nous leur donnons raison. Que c'est 59,2 qui disent qu'on va avoir accès à une santé de qualité, il faut que nous leur donnions raison. Il y a une évolution, c'est un programme qui est sur 5 ans, nous sommes à mi-mandat, et il est évident que le déploiement peut laisser des personnes encore dans l'attente, mais nous y travaillons. Oui, mais vous avez déjà des engagements, on est presque sûr que vous ne pouvez pas les atteindre, même jusqu'à l'an 2053. Je prends par exemple l'engagement majeur, Corvée Zéro dont vous avez parlé. Et dans le projet de société de Roch-Marc Christian Kaboré, il a dit qu'il envisageait d'ici 2020 que les citoyens à 100% atteignent accès à l'eau potable. Au niveau du PNDS, vous avez ramené les choses un peu à la limite du raisonnable. Vous avez dit voilà 79% de taux d'accès à l'eau potable. Mais quand on essaie de voir avec le rapport du PNDS, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes seulement à 73,4%. Par rapport à la première année où on était à 72,4%. Donc quand on essaie de voir, pratiquement chaque année, vous avancez d'un point. Si on doit avancer comme ça veut dire que d'ici 2020, où on devait avoir 100% ou 79% selon le PNDS, on sera seulement à 76,4%. Donc on peut dire que le, disons, Corvée Zéro ne sera pas atteint. Et justement, à travers le sondage Pésimètre, 67% des personnes enquêtées ne croient pas à la capacité du gouvernement à atteindre le, disons, Corvée Zéro. Après, c'est ce qu'on met dans Corvée Zéro. Moi, je dis, Corvée Zéro, c'est quoi? Je demande à mon ministre. Oui. Il me dit, Corvée Zéro, c'est 2 choses. La première chose, c'est que chaque village, chaque secteur ou chaque quartier puisse avoir une source d'eau permanente, d'eau potable permanente, un point d'eau permanent. Deuxièmement, que quand on est dans un centre urbain, qu'on n'ait pas plus de 300 personnes qui soient connectées à une borne fontaine.
C'est-à-dire que je ne parle pas des raccordements dans les domiciles, mais que les personnes qui utilisent les bords de fontaine, qu'il n'y ait pas plus de 300. Et comme dans un village, que ce soit par un forage ou par le lien avec un autre village, qu'il n'y ait pas plus de 500 personnes. Et que dans ces deux cas-là, on ne soit pas à plus de 1 km de la raison. Voilà sur quoi ils travaillent. Je pense que sur ces éléments-là, vous savez que dès le départ, il y a eu une certaine lenteur dans la mise en œuvre des projets. Il a fallu passer des appels d'offres, il a fallu traîner. Nous avons même dû à un moment donné demander une accélération des procédures pour pouvoir rentrer dans cela. Je reste confiant sur cet aspect-là parce qu'aujourd'hui encore, vous avez vu que nous avons obtenu de la part des partenaires, lors de cette conférence, une somme importante dans le cadre justement de l'eau. Parce que les partenaires estiment que l'effort qui est fait au niveau du gouvernement est suffisamment significatif et qu'il faut qu'ils nous accompagnent pour le résultat. Donc moi, je suis convaincu que sur ces questions-là, nous allons arriver à ces taux-là. Après, je pense que le ministre le dit assez bien. Il était d'ailleurs sur ce plateau-là. Il a expliqué aussi 100%, pour lui, c'est à l'horizon 2030 dans le cadre des ODD. Dans le cadre du PNDS, il y a 79% qu'il a défini, sur lesquels il travaille. Je pense que c'est important. Oui, c'est important et plus encore, je le dis que ce n'est pas que le président s'est fait élire, pas en promettant 79% de droit à l'eau potable, hein, c'est 100%. Et c'est écrit noir sur blanc dans son projet de société. Et dans le cadre du périmètre, ce n'est pas forcément l'engagement du PNDS, mais c'est l'engagement électoral dont nous faisons le suivi. Et ici, par exemple, et ce matin, par exemple, toute la journée, la société civile, à travers le SPON et le Parlement, et aussi les médias, les journalistes, on a tenu une rencontre pour effectivement faire le suivi de l'OD6. Et beaucoup de gens, en plaisantant, disent qu'au fait, il faut qu'on demande au gouvernement de ramener, disons, de réviser la notion de corvée zéro. Dans corvée zéro, il y a difficulté. On ne peut pas ramener 79%. Ça veut dire que pour avoir corvée zéro, il faut que d'ici 2020, il faut que chaque femme dans une concession puisse avoir accès à l'eau sans pouvoir se fatiguer. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas donc, possible. corvée zéro ne sera pas atteint. La définition 2020. De la corvée zéro est déjà quelque chose sur lequel nous devons être d'accord. Le ministre de l'eau a défini ce que nous entendons par corvée zéro. Et je pense que nous devons accepter de regarder ça. Parce que je crois aussi que dire que nous allons mettre de l'eau dans chaque ménage difficilement accessible, que chacun se lève et qu'il y a l'eau dans sa cour d'ici 2020, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, travailler à ce que dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque secteur, nous ayons soit un forage, soit une bonne fontaine pour les populations qui n'ont pas d'adduction d'eau directement à domicile en termes privés, et que ce nombre de personnes-là soit dans les proportions acceptables, que le temps de durée pour avoir accès à l'eau soit acceptable. Voilà ce que nous mettons dans la corvée zéro. Il faut que nous acceptions de le dire de telle sorte qu'il y ait cette vérité-là pour que les acteurs puissent travailler effectivement. Sur cette question, je pense que le ministre de l'eau était sur ce plateau-là. Il a développé de long en large. Je pense que si vous allez sur le site du périmètre, vous allez retrouver l'interview où il a répondu à toutes ces questions de façon extrêmement précise, parce que c'est un domaine très technique qu'il connaît, qu'il a appréhenti. Moi, je vous donne les grandes lignes sur lesquelles nous travaillons. OK, merci beaucoup. On peut espérer que d'ici les 2 années et demie qui vont suivre, les 96 villages aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau pourront l'avoir. On va travailler pour ça. Voilà, et que la plupart des écoles auront accès à l'eau. On va y travailler. Et que la plupart des centres de santé auront accès à l'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va y travailler. D'accord. Aujourd'hui, on voit depuis une semaine pratiquement dans les réseaux sociaux, on voit défiler des partages de photos d'un homme adulte en caleçon rouge qui défèque à l'air libre en pleine journée à Ouagadougou devant un bâtiment public. C'est une anecdote, mais au fait, ça traduit aussi la réalité au Burkina Faso en matière de taux d'accès à l'assainissement. Aujourd'hui, après 2 années et demie de mise en œuvre du PNDS, c'est seulement 21,6% de la population qui a accès à l'assainissement. C'est pour dire que 70% de la population au moins est de fait à l'air libre. Et quand on a regardé le rapport du PNDS, notamment le rapport de performance du secteur environnement, eau et assainissement, on a vu qu'une des raisons qu'on a citées est l'insuffisance des allocations budgétaires.
Et donc, on se demande effectivement, est-ce qu'il y a un manque de réalisme ou une volonté politique? Parce qu'on voit que vous avez des grandes ambitions, corvée zéro, etc. Et au niveau du budget, vous diminuez. On a étudié la loi de finances 2018. Littéralement, il y a baisse de budget, quoi qu'on dise. Si on regarde d'ici 2000, disons. Permettez au ministre de répondre. Parce que là, il a été de faire sa présentation. Si je peux répondre à une fois, je vais vous répondre. Et puis après, vous allez pouvoir revenir. Ce que je veux dire sur cette question, je vais commencer par la fin, c'est la question des budgets. Il est évident que lorsque vous avez un budget et qu'en cours d'année, pour différentes raisons, notamment le climat social qui perturbe les recettes, qui perturbe le bon fonctionnement de l'État, vous avez des lois rectificatives. Et malheureusement, il faut réajuster à tous les niveaux. Soit on le fait, soit un État qui ne peut pas s'assumer. C'est pour ça, dans mon propos, il y a quelques instants, je disais, si nous voulons obtenir quelque chose, il faut que nous arrivions aussi à accepter que nous puissions travailler. Et ce travail-là, il doit nous permettre de garantir un certain nombre de conditions. Après, si vous ne voulez pas qu'on travaille parce que vous estimez qu'il y a trop de choses à négocier ou à discuter et qu'on bloque le fonctionnement de l'État, ça peut se faire. Concernant l'assainissement, vous savez que le président du Faso, il a lancé sur cette campagne-là, dans la zone donc vers Sabou, il y a 2 ans de cela à peu près, et on y est. Il y a certainement des lenteurs. Sur les centres urbains, il y a des modalités de prise en compte de ces éléments-là. Le ministre, dans ce même plateau, a également précisé les questions. Mais je crois que ne soyons pas défaitistes. Comme je dis, et ça c'est mon fil rouge, nous avons besoin d'accélérer un certain nombre de processus. Et le gouvernement en a conscience, mais pour cela aussi, il faudrait que nous soyons dans des conditions où nous acceptions de pouvoir laisser le gouvernement travailler un temps soit peu pour que les recettes puissent suivre. Je rappelle que nous sommes à 83% pour ce qui est de cette année en termes de possibilités, et que pouvoir financer les différents éléments. Ça ne peut pas se faire ailleurs. Quand nous avons fait le choix du PNDS, de le construire sous nos recettes personnelles, c'est pour avoir un développement qui tienne compte de nos priorités. Et sur ces questions-là, il y a effectivement des efforts à faire. Ok, sur ce même plateau, Madame Rosine Koulibaly, en charge de l'économie et puis des finances, a eu à dire effectivement que, disons, en citant le président Thomas Sankara, qu'il était préférable de donner de l'eau potable à tout le monde que de la champagne, disons, pour quelques-uns. On parlait de l'histoire de fonds communs. Aujourd'hui, on peut se dire que l'histoire est réglée par rapport aux fonds communs. Il y a également, elle avait aussi cité, disons, effectivement, ces promesses des bailleurs de fonds qui devaient financer l'eau et l'assainissement. Ces 2 éléments sont réunis. Est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que vous promettez que la prochaine loi de finances aura enfin une augmentation du budget dédié à l'eau et à l'assainissement? Parce que le gouvernement a promis qu'il allait l'augmenter de 0,5% de son PIB. Ça a été promis au niveau international. Et en février, janvier prochain, je pense qu'on va vous demander aussi des comptes au niveau international. C'est seulement aujourd'hui 0,11% alloué à l'assainissement et puis à l'hygiène. Les différents ministères sont en arbitrage budgétaire. Et je pense que si nous avons une bonne tendance en ce qui concerne d'abord nos recettes à collecter, si vous annoncez des éléments des partenaires, vous savez bien que moi, quand l'annonce des partenaires et la mise en œuvre, il y a un gap et un temps qui se met en œuvre. Oui. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous travaillons à ce que ce soit positif. Et moi, c'est ce que je garde de ce sondage. À ce qu'il y ait augmentation du budget dédié à l'eau et à l'assainissement. Je ne suis pas ministre des Finances. Mais vous répondez au nom du gouvernement. Je suis porte-parole du gouvernement. Et sur ces questions-là, comme je dis, il y a des arbitrages qui sont en cours. Et ces arbitrages vont définir dans quelle direction nous devons aller. Mais vous savez bien que c'est des questions sur lesquelles le gouvernement a pris des engagements et il travaille à les respecter en tenant compte effectivement de l'environnement dans lequel nous sommes, notamment dans la collecte de nos ressources propres et également dans la mise à disposition des fonds par nos partenaires techniques et financiers. Une question sur la plateforme. Merci à vous, Monsieur Célestin Pouya, d'être venu sur ce plateau. Nous découvrons ensemble, monsieur, ça doit être madame Dorine du centre. Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous comptabilisez les réalisations sous Blaise Compaoré parmi vos faits d'armes? Bon, moi, je trouve que c'est une question qui, pour moi, pose mal le problème. Est-ce qu'on doit faire la route Gunguin, etc., etc. Est-ce qu'on doit la faire ou pas? Est-ce que les Burkinabés, que ce soit au niveau de Tougan ou au niveau de Djibo, ont besoin de la route ou pas? Ça, c'est la première question. Ils ont besoin de la route. Et tout le monde sait que la route est nécessaire. Deuxièmement, lorsque vous engagez un processus avec des partenaires techniques et financiers, ça prend du temps. Il y a effectivement des projets qui ont commencé, qui n'ont pas pu être finalisés.
l'un des intérêts, et ça s'est d'ailleurs vu sur votre antenne aujourd'hui avec une des représentantes de la SFI, je pense, qui a été reçue par le président du FASO, où elle a dit on va accélérer le processus. La capacité du gouvernement à faire accélérer certains processus, il faut le reconnaître. Quand vous regardez le plan qui a été mis en œuvre au niveau du PNDS pour ce qui est des routes, vous vous rendez compte que certaines routes qui n'étaient pas prévues pour ces 2 années-là ont été réalisées. Parce que le ministère en charge d'infrastructures et le Premier ministre se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas attendre le déploiement du PNDS normalement. Donc, je trouve que c'est un mauvais procès que de dire on a pris ce qui est de l'autre ou ce qui n'est pas de l'autre. Il y a des situations que nous gérons qui sont des situations conflictuelles. Le barrage de Samandeni, depuis quand est-ce qu'il existe? Plusieurs fois, il a été reporté. Ce n'est pas un projet du gouvernement Paul Kabatieba, ni du président Roch-Marc Christian Kaboré, mais c'est un projet important pour le développement de l'agropole dans cette zone-là. Nous l'avons réussi à le finir en 2 ans, alors qu'il était bloqué. Et que les partenaires techniques n'étaient même plus intéressés par le projet parce que ça avait traîné. Donc quand on dit que le gouvernement exécute certains projets, je dis, il faut sortir de cette logique-là. Le pays se construit. La route, elle est nécessaire. Le barrage, il est nécessaire. La réalité de l'étude des projets prend parfois du temps. Mais la capacité de notre gouvernement, c'est sur certains projets d'avoir accéléré et d'avoir mis en place d'autres projets qui étaient novateurs, qui étaient totalement différents, d'avoir accéléré les études et les avoir mises en œuvre. Quand vous allez à Bobo, les routes qui étaient construites à Bobo étaient là depuis des années. Hein. Je ne pense pas que les resurfacer là, ça nous pose un problème à un Bobolais. Pourtant, c'est des routes qui ont été créées. Moi, je suis né trouver des routes à Bobo. Donc, elles ont été resurfacées. Il faut que nous acceptions qu'il y a effectivement un certain nombre de tâches et que nous sommes dans une continuité. Et sur ces pressions-là, je pense que arrêtons de faire des polémiques en disant ce projet-là, il est là. Non. Si la route doit être construite, elle doit être faite. Et il faut féliciter le ministre des Infrastructures qui a réussi, effectivement, sur certains projets, à accélérer leur réalisation et sur d'autres projets, à anticiper avant que des situations ne deviennent des dramatiques dans ces zones-là. Monsieur François Ilboudou au téléphone de Ouagadougou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir monsieur le ministre. Bon, j'aimerais l'informer déjà, comme le ministre de la Communication, que la retransmission analogique ne passe pas de la TNV. Bon, pour revenir à ma question, et tout simplement, en tant que jeune, en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ma question c'est de savoir est-ce que réellement le gouvernement a je vais dire tout simplement dire en préoccupation la question de la jeunesse. Parce que on chante à tout vent qu'on va faire la promotion de l'emploi, alors que ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est autre chose. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la diminution, et puis bon, le ministre a répondu comme quoi le gouvernement ne peut pas prendre tout le monde, mais est-ce qu'il est possible de diminuer les fonctions, les emplois dans la fonction publique et ne pas donner les moyens nécessaires pour que l'auto-emploi puisse se créer? Parce que je le prends comme exemple, les fonds pour aider les gens en 2018, jusqu'à là, n'est pas débloqué par le gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe. On chante, mais sur le terrain, concrètement, rien n'est fait. Lui, en tant que jeune, il étant dans le gouvernement, qu'est-ce que lui, il pense concrètement de cette situation? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est concernant nos fameuses V8. Vous savez qu'il y a eu un gouvernement intérieur avant qui a voulu commander des Cadillacs pour le pays, mais compte tenu de la situation, ils ont renoncé, ils ont vendu les voitures. Pourquoi ce gouvernement a persisté pour amener des V8 malgré que ces mesures étaient impopulaires, malgré le fait que nous sommes en train de traverser une crise comment on appelle, au niveau alimentaire qui est sans précédent, parce qu'il y a cette année encore, la pluie ne va pas suffire. Est-ce que c'était une priorité? Est-ce qu'à un moment, ils ne font pas un peu la sourde oreille, ils ne font pas ce qu'ils veulent sans tenir compte de la préoccupation de la population? Troisièmement, est-ce que eux, en tant que jeunes dans le gouvernement, est-ce qu'ils arrivent par le moment à dire non parfois quand il y a des problèmes qui se posent et que dans leur âme et conscience, ils pensent que ça ne va pas aider le pays? Merci et bonne soirée. Merci à vous. Monsieur le ministre, 3 questions pour vous. Oui, alors je dirais merci à notre
dans notre auditeur. En ce qui concerne la retransmission analogique, je n'ai pas bien compris, il dit que ça ne marche pas. Oui. Donc, il y a ce même problème avec la RTB. Donc, ça, c'est un problème de la RTB. Je pense que il faut qu'ils y travaillent. Parce que la RTB est un EPE et il faut qu'ils y travaillent. Moi, s'il m'avait dit qu'il y a un problème au niveau de la TNT, je me serais inquiété parce que c'est le programme sur lequel nous avons travaillé pour qu'à la fin de cette année, nous ayons une extraction du signal analogique. Mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes d'analogie et sur lesquels, effectivement, notamment parce que les systèmes de transmission sont relativement usités aujourd'hui et que faire de nouveaux gros investissements alors que dans 6 mois, nous allons décrocher, ça peut poser problème. Donc, il faut gérer cette situation-là. Il faut qu'on se rassure que les émetteurs ont l'électricité d'abord. S'ils n'ont pas l'électricité, je sais que nous avons mis dans notre budget des groupes que vous avez payés. Si vous ne les avez pas bien payés, là, vous allez devoir rendre compte aux contribuables à ce niveau-là. Le V8. Bon, non, la question de la jeunesse. L'emploi, oui. Oui, je pense que sur cette question, je répète ce que je dis. Nous devons créer les conditions pour qu'il y ait de l'emploi. Et à ce niveau-là, il y a des fonds. Vous vous rappelez, nous avons le fonds, le FAGI qui a été créé pour ce qui est de l'action économique des jeunes et des femmes l'année dernière, qui va être conduit dans les mêmes conditions normalement cette année. Vous avez également tout ce qui est start-up qui a été mis en place pour encourager ces éléments-là. Après, s'il y a des difficultés de déblocage des fonds, ça c'est vraiment des questions très spécifiques à ces secteurs-là sur lesquels je ne peux pas intervenir. Mais je reste convaincu que lorsque nous regardons les efforts qui sont faits dans la mise en place des lycées professionnels, dans la mise en place des lycées techniques, dans la mise en place des lycées agricoles, dans l'accompagnement des PME, le gouvernement veut effectivement permettre aux jeunes de se prendre en charge. Mais je dis, lorsque nous décidons par exemple de créer des écoles préparatoires au Burkina pour que nous ayons des ingénieurs de qualité, lorsque nous décidons cela, ça ne va pas se créer en 2 ou 3 jours. Sur les fonds, il y a des effets qui sont faits. Maintenant, il y a la masse critique à mettre en œuvre pour que nous puissions avoir cette jeunesse qui peut se prendre en compte en dehors simplement d'aller travailler dans le secteur des services, en dehors d'aller travailler dans l'administration, qui peut devenir un créateur d'emplois parce qu'il va créer des richesses. On en a assez parlé, on va passer à... En ce qui concerne les talismans et les V8, je pense que lorsque le président du FASO a répondu à cette question, il a répondu. Je ne pense pas ce que moi je peux ajouter en plus. Le président du FASO a dit il faut que notre administration puisse fonctionner. Il est vrai que la perception peut être difficile à un moment donné, mais l'administration a besoin de fonctionner. Et moi, en tant que ministre porte-parole, je vais expliquer aux gens que les gains que nous avons, rien qu'en termes de carburant et en termes d'entretien, justifiaient que nous laissions tomber ces voitures qui nous posaient des problèmes. En ce qui concerne les V8 dont on parle, je dois rappeler que c'est un pool de V8 qui a été mis en place parce que simplement, on a besoin parfois d'aller dans certaines missions et que les ministres, pour aller en mission, vont prendre les V8 et les ramènent au niveau donc, du parc autonome de l'État. Seuls certains ministères ont été dotés et seuls certains gouverneurs ont été dotés. Je pense que, après, c'est la question qui a été posée, la réponse du chef de l'État, elle est suffisamment explicite là-dessus. Il y a nécessité pour le fonctionnement de l'État. On peut comprendre les récriminations des uns et des autres, mais l'État doit continuer à fonctionner. Ce n'est pas du mépris ou de la négligence, c'est simplement qu'il y a un travail qui doit être fait sur lequel nous avançons. Merci donc, Monsieur le ministre. Dans cette émission, il y a une tradition, ce qu'on appelle la vérification. Donc nous allons appeler Adama Coulibaly qui va venir. Il suffit juste, son travail sera de nous dire comment votre prestation est jugée. D'abord, vous voyez ce public qui est là, que personnellement je ne connais pas, c'est sur ce plateau que je le découvre. Donc, ils vont juger votre prestation. Est-ce que le public est convaincu de ce que vous avez dit? Il en est de même d'ailleurs pour ceux qui sont venus débattre avec vous. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir Monsieur le ministre. Nous vous avons suivi avec attention pendant plus d'1h30 minutes et en passant à la loupe votre intervention, donc le pôle de vérification a pu relever quelques points. Donc d'abord pour ce qui concerne la mise en œuvre du PNDS, donc les différents aspects du PNDS, on a noté que vos réponses dans l'ensemble n'étaient pas assez convaincantes. Donc vous êtes beaucoup plus resté sur les généralités. Et ça c'est le premier aspect. Donc il en est aussi de même pour les questions de gouvernance et de corruption. Donc on a eu l'impression comme si plutôt que de répondre aux questions, vous chargez par contre ce que vous les posez.
Donc vous battez en brèche, mais vous ne donnez pas de réponse convaincante. Donc ça, c'est le constat que l'on a pu faire. Donc de manière générale, avec les téléspectateurs, on a aussi constaté que les téléspectateurs, ce qui nous est revenu, beaucoup sont restés sur leur soif par rapport aux différentes réponses que vous avez apportées. Donc ça, c'était les aspects relevés par le pôle de vérification. Donc pour votre intervention de ce soir, le pôle de vérification vous a attribué la note de 5 sur 10. Donc le public présent ici vous a également noté. Donc la moyenne du public est de 7 sur 10. Donc ce qui vous fait une moyenne générale de 6 sur 10, Monsieur le ministre. Merci. Réaction sur l'ensemble de l'émission et aussi sur ce que vient de dire le vérificateur. Non, je pense que c'est une perception. Moi, je suis adepte Comme nous sommes, on parle de sondage. Non, moi, je suis adepte de la critique, donc je ne vais pas apporter une critique sur ce qui a été dit. Seulement, ce que je veux faire... Il faut peut-être, Monsieur le ministre, avant de vous permettre de poursuivre, dire que ce soir, il y a une spécificité quand même. Vous ne parlez pas de votre département. Vous abordez plusieurs questions à la fois. Alors que les autres fois, on parle de questions sectorielles. C'est-à-dire que le ministre vient parler de son département, donc c'est plus facile sans vous discuter. Non, je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, je porte la parole du gouvernement comme me disent mes collègues, et je pense que je dois avoir une vision transversale sur les questions. Après, c'est les questions sur lesquelles on ne m'a pas demandé combien d'écoles ont été construites. Et donc, vous voulez que je dise combien d'écoles ont été construites. Nous sommes dans une situation où nous parlons d'éléments de sondage. Et je pense que c'est peut-être pour ça que le public ici a mieux perçu les questions, parce qu'ils étaient mieux en phase avec la thématique. Mais si vous me demandez combien d'écoles ont été construites, c'est pour ça que je venais avec ma tablette. Je vous dis la zone, le lieu, etc. Ce pas les questions qui m'ont été posées, mais je pense que l'exercice participe à ce que nous nous comprenions. Et j'apprécie donc le sentiment des uns et des autres. Et je dis simplement que nous travaillons à ce que nous ayons ce cadre d'expression-là. Je dois dire que c'est quand même une réussite du gouvernement burkinabé. Et ça, les acteurs doivent le reconnaître. Nous sommes dans un pays où les libertés sont dans leur expression maximale. Et je pense que c'est à ce titre-là que nous devons saluer ce cadre d'expression et saluer également les commentaires et les points de vue qui ont été abordés. Merci à vous. Merci au public qui est venu, à toute l'équipe technique. Je dois ce soir peut-être rendre hommage à Luther Yameogo qui doit quitter Diaconia à la fin de ce mois. Qui a été avec moi à la conception de cette émission Dialogue citoyen, qui a travaillé tout au long des 2 ans que nous avons passé donc à animer cette émission. Et je dois lui souhaiter bon vent pour ses prochaines missions. J'ai eu moi la chance de travailler avec Luther dans une vie antérieure sur beaucoup de projets. J'ai souvent été donc dans toutes les émissions avec Diaconia et je sais que c'est quelqu'un qui aime les tendances lourdes qui peuvent impacter sur notre économie. En tout cas, je pense que ce genre d'ONG, ce genre de lecture de la communauté donne un sens au regard critique et participe à créer une vérité citoyenne dans notre pays. Il a été un acteur important de ce vécu citoyen-là. Moi, je voulais lui souhaiter bon vent dans cette préoccupation. Et tous les acteurs qui sont ici présents à différents titres doivent prendre le relais pour que justement nous ayons des personnes aiguisées aux questions économiques, sociales et politiques, mais surtout des personnes qui se projettent dans ce que l'on peut faire de mieux pour notre pays. Parce que c'est ce que moi je retiens de son parcours, c'est cette lecture. Il y a des problèmes, il y a des critiques, posons-les. Mais qu'est-ce qui peut nous faire avancer durablement? Je pense que c'est cette question qui est importante. Merci. Dire enfin que cette émission va marquer une pause le mois d'août et nous allons reprendre au mois de septembre avec certainement un autre ministre, avec aussi des réajustements pour donner un autre format. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu. Merci à vous d'avoir reçu et merci à vos téléspectateurs pour leurs appels et leurs interventions. Merci. Le journal, c'est tout à l'heure avec Ruth Beni Ouattara. Bonne suite de programme sur la RTB.